Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info. Voici tout de suite les titres. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle à mettre un terme à la violence au Soudan du Sud. 5 chefs d'État représentant l'Union africaine sont actuellement au Burundi pour chercher une sortie de crise avec les dirigeants. En Somalie, le président approuve une loi contre le blanchiment d'argent et le financement des groupes terroristes. L'Union africaine lance des négociations sur l'établissement d'une zone de libre-échange à Addis Abeba. Le gouvernement sud-africain procède à une réforme fiscale. Les riches paieront pour remplir les caisses. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a pressé les parties concernées du Soudan du Sud à mettre un terme à la violence et à accélérer la formation d'un gouvernement unifié. Ban Ki-moon s'est entretenu avec le président Salva Kiir à Juba et a pressé les dirigeants du Soudan du Sud à mettre les différences de côté et à apporter la paix dans le pays. Le chef des Nations Unies a également demandé au gouvernement de fournir une organisation humanitaire afin de libérer l'accès à des millions de personnes souffrant en Soudan du Sud. De nombreux Sud-Soudanais espèrent que les discussions entre le chef de l'ONU et le chef de l'opposition Riek Machar faciliteront la formation d'un gouvernement unifié tant attendu et mettront fin à près de 3 ans de conflit. Mercredi, les États-Unis ont dit que messieurs Kiir et Machar feront face à des sanctions individuelles s'ils ne délivrent pas l'accord, déclarant qu'il s'agit d'un moment crucial pour la survie du Soudan du Sud. Le gouvernement du Soudan du Sud doit prendre sa responsabilité et protéger sa population. Le Soudan du Sud a signé un accord de paix depuis août dernier. Le respect des termes de l'accord pacifique n'est pas une option, c'est un devoir. 5 chefs d'État représentant l'Union africaine sont arrivés au Burundi pour tenter de convaincre le président burundais, Pierre Nkurunziza, et son opposition de relancer un dialogue de sortie de crise causé par la réélection de Pierre Nkurunziza. Il y avait plus de chefs d'État au Burundi jeudi dernier qu'à la même date l'année dernière, quand le président Pierre Nkurunziza a prêté serment pour un 3e mandat. Les 5 dirigeants tentent maintenant de trouver une issue pacifique à la crise qui a été provoquée par la décision de Nkurunziza de rester au pouvoir. Cela veut dire réunir tous les acteurs et relancer les négociations de paix. Le Burundi fait face à plusieurs défis qui ne peuvent être résolus que si tous les acteurs participent à un dialogue ouvert. Un dialogue dont les résultats seront paix, sécurité et stabilité pour le peuple du Burundi. La délégation a rencontré jeudi en fin d'après-midi des membres de l'opposition et de la société civile. Nous allons discuter de la situation sur le terrain, c'est-à-dire de la situation socio-politique et de la sécurité au Burundi. Le président Jacob Zuma est accompagné de soldats sud-africains. Les violences armées dans la capitale burundaise ont déjà causé la mort d'une centaine de personnes au cours de ces derniers mois. Il semble donc raisonnable que la présidence sud-africaine ait pris cette précaution pour assurer la sécurité de Zuma. Aujourd'hui, les éléments violents ont presque disparu. Il ne reste plus que des résidus de l'insurrection d'avril-mai. Quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas utiliser la rue pour renverser le gouvernement, ils ont fait une tentative de coup d'État. Ils ont échoué. Et vous savez quoi? Ils sont partis au Rwanda. Le président Pierre Nkurunziza devait accueillir ses homologues au banquet jeudi soir. Les responsables espèrent qu'ils trouveront une issue à la crise avant leur départ. En Somalie, le président a approuvé une loi visant le blanchiment d'argent et le financement des groupes terroristes. Une initiative accueillie avec bienveillance par les États-Unis, qualifiant la nouvelle loi d'avancée positive pour convaincre les banques occidentales de la qualité du contrôle relatif au mouvement de capitaux vers la Somalie.
Il s'agit d'une nouvelle étape initiée par le gouvernement dans le combat contre le terrorisme. La loi anti-blanchiment d'argent et anti-financement des groupes terroristes a en effet été approuvée par le chef d'État somalien. La guerre contre le terrorisme est très compliquée. Nous nous battons contre un groupe terroriste très organisé. Pendant des années, nous n'avions pas de loi capable de faire face à ce nouveau phénomène. Le terrorisme mondial est un phénomène nouveau sur la planète. Il exige une politique claire pour mieux le combattre. Un de ces aspects est le blanchiment d'argent et nous l'avons récemment inclus dans une loi. La Somalie combat déjà une insurrection armée du groupe extrémiste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Le gouvernement a fait fuir les militants de toutes les villes portuaires, une source de revenus majeure pour les terroristes depuis plusieurs années. À Mogadiscio, les autorités ont l'espoir de convaincre la communauté internationale qu'elles sont engagées dans une guerre contre Al-Shabaab. Certes, des experts ont salué l'initiative, mais selon eux, cela risque de ne pas changer grand-chose. Je doute que cette nouvelle loi combatte le terrorisme en Somalie. Mais le fait que le gouvernement mette en place cette loi est une chose positive. Cela sera long avant que le gouvernement ne puisse travailler sur quelque chose de tangible. En Somalie, les terroristes obtiennent des fonds par différents moyens, pas de liquide, mais en vendant des produits. Les autorités doivent mettre à mal leur financement en contrôlant certaines activités commerciales. Pour les analystes financiers, la Banque centrale du pays n'est pas aujourd'hui en position de contrôler les mouvements de capitaux. Mais ils perçoivent ce changement comme un pas important dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités américaines se sont félicitées de la signature de cette loi. Elles ont dit qu'elle améliorerait la confiance des banques occidentales concernant les virements par le système informel appelé Hawala. Cette nouvelle loi permettra au gouvernement somalien de contrôler les mouvements de liquidités tout en s'assurant que l'argent envoyé ne tombe pas dans les mains de groupes illégaux. L'Union africaine a lancé les négociations mercredi dernier à Addis Abeba en vue d'établir une zone de libre-échange en Afrique. La réunion vise à élaborer un accord commercial mutuellement bénéfique pour les États membres impliqués dans le processus. Cet accord repose sur l'intégration des marchés africains, mais aussi la stimulation d'au moins 15 à 30% des échanges au sein de la région au cours de la prochaine décennie. 26 pays ont déjà envisagé d'adopter le pacte. L'UA vise à établir une zone de libre-échange qui sera opérationnelle à partir de 2017. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA ont lancé en juin 2015 les négociations en vue d'établir une zone de libre-échange continentale. La réunion à Addis Abeba se termine vendredi. Cela est très important pour l'Afrique, c'est du travail sérieux. Les négociateurs en chef du pays impliqué sont allés à Addis pour négocier la zone de libre-échange continentale. Ils vont donc adopter le règlement intérieur, les principes directeurs ainsi que la feuille de route pour les négociations. C'est un grand moment. On aura des obstacles à surmonter, mais nous réussirons. Bon, de nombreuses choses ont été réalisées sur le plan de l'adoption des documents clés lors du sommet des chefs d'État en juin dernier à Johannesburg. Et donc cette semaine à Addis, nous nous rencontrons pour une première session du forum de négociation de la zone et mettre en œuvre le programme qui s'est terminé par l'adoption de ces documents. Je suis content que nos chefs d'État aient insisté sur le fait que les négociations doivent être conclues d'ici 2017. Ils ne voulaient pas prolonger les discussions au-delà de cette date. Nous devons nous diriger vers cette Afrique de libre-échange. Nous devons utiliser l'union douanière pour faciliter les échanges. Nous avons besoin d'un marché commun et de rejoindre une communauté économique. Cela est notre objectif. Nous devons donc atteindre ce stade le plus vite possible. Les gros salaires sud-africains vont être de nouveau lourdement taxés en Afrique du Sud. Un amendement à la loi fiscale a été annoncé mercredi par le ministre des Finances du pays, Travain Gordhan. Avec une croissance prévue de 0,9% cette année, le ministre devait bien trouver de l'argent quelque part. La plupart des analystes pensent que la nouvelle fiscalité est équilibrée. Une taxe a été instituée sur le sucre pour améliorer la santé. Les cigarettes et l'alcool prennent 8,5% et le carburant augmente de 30 cents. La TVA, qui s'applique à presque tous les biens, ne change pas. La TVA est une taxe régressive. Une augmentation générale de la TVA pourrait avoir un effet dévastateur sur de nombreuses classes socio-économiques inférieures. Les pauvres paient un peu moins d'impôts, mais les riches en paieront plus.
Nous devons trouver l'argent pour remettre de l'équilibre dans les comptes. Alors, où le trouver? La taxe sur les entreprises ne peut pas être augmentée car cela risque de faire fuir les investisseurs. Les taxes sur les dividendes, le ministre ne veut pas y toucher. Encore une fois, pour les investisseurs, le seul endroit où trouver de l'argent, c'est chez les plus riches. Une décision qui devrait, selon les analystes, avoir un impact à long terme. Les impôts aident à court terme. L'Afrique du Sud a un taux d'épargne négatif. Ces taxes nouvelles qui sont introduites comprennent les taxes sur les gains des capitaux, comme une hausse des actions en bourse ou la vente d'une maison. Tout cela risque de faire fuir les investisseurs sur le long terme. Le ministre a aussi prévenu les éventuels fraudeurs. Le nouveau système mis en place par les pays du G20 et de l'OCDE met en place un partage des informations fiscales et prendra effet l'an prochain. Les multinationales et les particuliers riches auront peu d'endroits où se cacher. Les organisations représentant les pauvres saluent les nouvelles mesures et profitent de l'occasion pour faire un peu d'humour. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons rien caché nulle part. Je pense que les criminels de l'ANC sont ceux qui doivent profiter de l'amnistie fiscale et déclarer leurs comptes offshore et l'argent qu'ils ont reçu en cash. Le secteur bancaire mondial est sous pression en raison des demandes pour accroître ses ratios de fonds. Nombre de banques examinent soigneusement leurs activités et lignes de produits secondaires et soit les vendent, soit ferment des départements. Barclays PLC évalue ses activités et plus spécifiquement, comme des sources le suggèrent, ses opérations africaines. La banque garde cependant le silence en amont de sa présentation annuelle le 1er mars. Mais plusieurs scénarios pourraient se dérouler. Ils pourraient simplement vendre une part de leur participation à 62% dans Barclays Africa et la réduire à 50%. L'avantage de cela est qu'ils garderaient le contrôle tout en réduisant leur participation en Afrique. L'alternative est de vendre la totalité de leur participation à 62% ou la moitié de celle-ci. Un problème auquel sera confrontée la banque basée au Royaume-Uni si elle décide de vendre la totalité de sa participation sera du côté du régulateur local. Ils devront obtenir l'approbation de la banque de réserve et ensuite, celle-ci devra approuver l'acheteur. C'est très important à comprendre en ce qu'au niveau mondial, les banques centrales ne voudront que des actionnaires très forts pour leur banque. Et sans compter que tout acheteur potentiel devrait voir dans l'Afrique un moyen pour un jeu à long terme, partant du principe que le cycle des matières premières va bientôt s'achever. Il est improbable qu'un acteur qui viendrait pour remplacer Barclays essaierait de réduire ce qu'il a. Il essaierait d'acheter parce que, comme Absa, il aime l'Afrique du Sud, et donc il ne changerait rien. En fait, il voudrait fort probablement l'améliorer et obtenir plus d'entreprises et de transactions communes allant de pair. Ce n'est qu'une question d'appétit et de savoir si l'acheteur potentiel prendra une option à long terme sur l'Afrique. D'un autre côté, bien sûr, Barclays pourrait garder sa participation parce qu'il croit en l'avenir de l'Afrique. Maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. La bourse de Paris a fini en grande forme jeudi, rebondissant au lendemain d'un net recul dans une séance chargée en indicateurs et résultats d'entreprise. L'indice CAC 40 a pris 2,24%. La bourse de Francfort, soutenue par la progression du marché américain et des nouvelles rassurantes du côté des consommateurs allemands qui ont contrebalancé des résultats d'entreprise mal accueillis, a gagné 1,70%. La bourse de Londres a terminé sur un bond de 2,48% jeudi, emporté par le secteur bancaire grâce aux dividendes annoncés par Lloyds Banking Group. Wall Street a fini en hausse jeudi, soutenu par des achats à bon compte après la volatilité des dernières semaines et la publication d'une statistique vigoureuse, les commandes de biens durables qui laissent espérer un redressement du secteur manufacturier aux États-Unis après plusieurs mois difficiles. L'indice Dow Jones a gagné 1,29% et le Standard & Poor's 500 a pris 1,13%.
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,87%. Maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice JTO pays de l'Afrique du Sud a gagné 0,68%, l'indice Massi du Maroc a cédé 0,76% et l'indice S-Thune de la Tunisie a baissé de 0,17%. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Le Zimbabwe risque de se retrouver sans électricité car la baisse du niveau des réserves d'eau du barrage hydroélectrique de Kariba menace la production. La société d'électricité du Zimbabwe a déclaré que la production énergétique pourrait s'arrêter d'ici 6 mois, à moins que la pluviométrie augmente significativement. Le niveau d'eau de la plus grande source d'énergie du Zimbabwe ont baissé de 477 mètres à peine 1,65 mètres au-dessus du seuil minimum nécessaire à la production d'électricité. Cela représente le niveau le plus bas enregistré au barrage depuis la pure sécheresse qui a touché le Zimbabwe en 1992. La baisse des réserves d'eau a déjà entraîné une diminution de la production d'électricité à Kariba de 750 MW à 285. Les faibles niveaux d'eau aggravent une situation déjà déplorable et menacent la relance des secteurs industriels en déclin. De plus, pour que le Zimbabwe puisse attirer de nouveaux investissements, un approvisionnement fiable en électricité est primordial. Que faites-vous quand vous avez un apport limité en énergie? Le ministère de l'Énergie et du Développement énergétique essaie de sous-traiter la production énergétique et d'avoir des centrales électriques et thermiques privées. Cependant, ces solutions ne sont applicables qu'à long terme. Ziza a indiqué que son plan pour éviter cette crise imminente est d'importer 300 MW d'électricité de l'Afrique du Sud et 40 MW du Mozambique. Aujourd'hui, la demande d'énergie du Zimbabwe est de 2200 MW par jour. À l'heure actuelle, les centrales thermiques et hydroélectriques produisent 1355 MW d'électricité. L'année dernière, le projet d'expansion de la centrale hydroélectricité de Kariba Sud a été commandé et sera réalisé par la société chinoise Sino Hydro Power. Ce projet, qui s'élève à 533 millions de dollars, contribuera à accroître la production énergétique de 300 MW d'ici 2018. En Afrique de l'Ouest est apparu depuis quelques années un nouveau type d'architecture, la voûte nubienne, un habitat traditionnel originaire d'Égypte, conquiert petit à petit plusieurs régions du Sahel. Découvrons pourquoi en images. Bâtir l'avenir avec des solutions inspirées du passé. Les conséquences du réchauffement climatique ont permis dans les régions du Sahel en Afrique de l'Ouest de poser un nouveau regard sur des constructions traditionnelles appelées voûtes nubiennes. Leur conception permet de réguler naturellement l'humidité et la chaleur. D'origine égyptienne, ces types de bâtiments sont adaptés à de nombreuses populations. Vous n'avez pas non plus besoin de recourir à des matériaux modernes qui sont souvent chers, souvent polluants, qui ont pollué d'ailleurs à la fabrication et à leur acheminement sur le site de construction. Donc avec la voûte nubienne, vous pouvez construire avec les ressources que vous avez sur place. Vous vous permettez donc de préserver l'environnement. En quelque sorte, vous jouez donc sur à la fois l'atténuation au changement climatique et à l'adaptation à ces changements climatiques, puisque vous vous trouvez donc dans un bâtiment adapté au contexte local, donc au climat sahélien. La simplicité et la rapidité de leur construction ainsi que le faible coût des matériaux et du travail convainquent les populations. Et cerise sur le gâteau, ces maisons sont confortables. Avant, notre maison était faite d'un toit en tôle et quand il faisait chaud, on ne pouvait rentrer dedans. On avait des ventilateurs, mais depuis que nous avons construit la voûte nubienne, nous sommes protégés de la chaleur. Il fait si bon à l'intérieur.
Et en plus, notre maison a des espaces réservés, tels que des armoires pour ranger nos affaires. Au début, je doutais un peu, mais après, quand j'ai réfléchi et j'ai regardé l'originalité du travail et que tout est fait à partir d'ici, bon, je me suis dit on va se lancer à ça. Sur le côté économique, c'est plus rentable que de construire en ciment. Les projets de voûtes nubiennes ont connu un succès remarquable au Burkina Faso. Afin de faire connaître ce type de logement au Sénégal, l'association La Voûte Nubienne a emmené un maître maçon burkinabé pour former les maçons locaux. Sur mon chantier, moi j'ai employé 10 apprentis sénégalais, des maçons locaux. Et je les apprends à la technique voûte nubienne. Donc actuellement je peux dire qu'il y a un qui est classé, qui est qualifié, c'est un classe 4, et puis il y a un classe 3, et puis un classe 2. Donc je pense qu'avec les classes 3, classe 2... L'association a mis en place des programmes au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Ghana et au Bénin, qui ont permis de construire quelques 1500 bâtiments. On est à 70 bâtiments qui ont été achevés. Ça s'est fait entre 2007 et 2015. Au jour d'aujourd'hui, on a 7 chantiers en cours et prévu sur le Sénégal, mais on a en plus de ça 11 clients qui sont en attente, c'est-à-dire ils sont en discussion, en validation de plans, de devis. Adorable, simple, pratique et verte. Cette forme d'architecture traditionnelle, remise au goût du jour et exportée hors de sa région d'origine, pourrait donc bientôt faire partie des paysages de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur CCTV français.